Dans l'acception la plus générale, punir, c'est infliger une forme de souffrance à une personne supposée avoir violé la loi, la morale ou la norme. Cette souffrance peut être physique ou psychique, ça peut être une gifle ou une exécution, une amputation ou un bannissement, une privation de liberté ou le paiement d'une amende. Elle peut être infligée par une autorité légale. Au terme d'un procès, c'est ce qu'on appelle prononcer une peine. Mais elle peut l'être aussi par un parent, par un supérieur hiérarchique, par un gang rival. Dans la mesure où la personne à qui l'on inflige cette souffrance est censée avoir commis une infraction au regard de la loi, de la morale ou de la norme, le châtiment est réputé légitime, socialement, puisqu'il vise à corriger la commission de cette infraction et à rétablir la force de la loi, de la morale et de la norme. Cette légitimité revêt une dimension légale lorsqu'on se réfère au système formel de justice qui établit la culpabilité et décide la sanction. Bien sûr, ce système formel est lui-même historiquement, culturellement et politiquement déterminé, ainsi qu'on l'a vu dans les deux premières leçons. Historiquement, car des actes jusqu'alors acceptés ou tolérés peuvent devenir répréhensibles. Culturellement, car une demande de plus de sévérité peut se faire jour dans la société, ou d'ailleurs l'inverse. Politiquement, enfin, car des gouvernants ou des prétendants peuvent instrumentaliser le sentiment de sécurité dans la population, toute chose que nous avons discutée dans les leçons précédentes. La loi change donc avec le temps et avec elle la justice rendue. Mais la légitimité du châtiment peut se situer en dehors du cadre légal dans des mondes sociaux particuliers qui définissent leurs propres règles. L'institution scolaire établit pour des devoirs non faits, des attitudes jugées insolentes, ou même le port d'un kimono féminin assimilé à un vêtement religieux musulman, des modalités de punition qui peuvent aller d'heures de retenue jusqu'à l'exclusion définitive, selon des usages qui varient dans le temps et selon les établissements. Les milieux mafieux, autre exemple, imposent des sanctions, incluant l'élimination des coupables à l'encontre de ceux dont on pense qu'ils ont trahi, qu'ils n'ont pas respecté l'omerta, ou simplement qu'ils n'ont pas suivi la chaîne de commandement. La légitimité du châtiment obéit donc à des principes prescrits dans les différents univers de socialité où se meuvent les individus. Jusqu'à présent, je me suis principalement intéressé à l'acte de punir tel qu'il est produit dans le cadre de la chaîne pénale, c'est-à-dire dans l'appareil punitif de l'État avec sa législation et sa réglementation, avec ses forces de l'ordre et ses magistrats qui les appliquent, et c'est en effet le cadre habituel dans lequel on examine le châtiment, et j'y reviendrai. Mais il en existe bien d'autres, qu'il est nécessaire d'analyser si l'on veut disposer d'une analyse plus complète et plus complexe de la faculté de punir. Alors un cas semble particulièrement intéressant, c'est celui du châtiment des enfants, en particulier dans le cadre de la relation parentale. Ce cas est intéressant car son évolution a suivi une direction contraire à la sanction pénale. Alors que l'État devenait de plus en plus punitif, comme nous l'avons vu, la famille l'était de moins en moins. La légitimité du châtiment se renforçait dans la sphère publique, tout en se restreignant dans la sphère privée. L'exception en matière de punition que représente l'enfant, pour lequel est invoquée la nécessité de le protéger, n'est toutefois pas sans ambiguïté et contradiction qui en limite quelque peu la portée, comme nous allons le voir. La patria potestas, dans l'Empire romain, était le pouvoir quasi absolu du père sur ses enfants et notamment sur ses fils, puisque ces filles passaient à leur mariage sous l'autorité de leur époux. Elle s'étendait aux descendants et notamment aux petits-enfants. Ce pouvoir s'exerçait sur pratiquement tous les aspects de l'existence, y compris à l'âge adulte, ne s'éteignant qu'à la mort du père. Il se manifestait par une toute-puissance, allant jusqu'au droit de tuer son fils, et incluait la possession des biens acquis par ce dernier, sauf en tant que soldat. Tel était du moins le cadre légal. En réalité, comme l'explique l'historien états-unien de l'université de Stanford, Richard Seller, deux éléments limitaient ce pouvoir.
Premièrement, le mariage relativement tardif des hommes et leur espérance de vie souvent réduite réduisaient la durée de l'exercice de cette toute-puissance. Deuxièmement, les pratiques s'avéraient moins implacables que ce que la loi permettait et connaissaient des arrangements qui rendaient les relations domestiques bien moins brutales. Du reste, progressivement, même le droit romain évoluait, accordant plus de prérogatives aux enfants en termes d'émancipation personnelle, autant que de possession de biens et d'héritage de la mère. Une évolution qui s'est poursuivie à l'époque médiévale, puis à l'âge classique, et enfin au siècle des Lumières, avec d'une part une obligation de protection de l'enfant associée à l'exercice de la puissance paternelle, et d'autre part une association de la mère à cette double fonction. Ces transformations ont une traduction dans le domaine punitif, ainsi que le relevait Philippe-Antoine Merlin dans son répertoire universel et raisonné de jurisprudence de 1813, je le cite, « Bientôt la férocité romaine fut adoucie par les peuples mêmes qui en avaient été les victimes, et ces excès d'autorité furent renfermés dans les bornes de la justice et de la raison. Le droit de vie et de mort fut réduit à une simple correction, à un châtiment modéré. » Lecture quelque peu optimiste toutefois, car les critères de cette modération n'étant pas définis, la législation ne permettait guère de défendre l'enfant contre l'éventuelle violence des parents. C'est précisément ce qu'essaie de rectifier en France la loi du 24 juillet 1889, dite sur la protection des enfants maltraités et abandonnés. Elle prévoit en effet, je cite, la déchéance de la puissance paternelle pour les parents, et il faut entendre ici paternelle comme qualifiant le père et la mère. Je continue de citer, s'ils sont condamnés soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un crime commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants, ou s'ils sont condamnés 2 fois comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un délit commis sur la personne d'un ou de plusieurs de leurs enfants. Cette déchéance peut d'ailleurs être appliquée aussi aux parents qui, je cite, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements, compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants. Pour Georges Vigarello, cette loi s'inscrit dans une transformation profonde de la société française qui s'opère au cours du XIXe siècle sur 3 plans selon lui. Il y a d'abord un recul de la violence, aussi bien celle de la population, avec une diminution des 2/3 des meurtres, assassinats, coups et blessures graves en une centaine d'années. Donc tant du côté du public que de l'État, avec l'effacement des anciens supplices et le renoncement de la terreur par le sang. Il y a ensuite une sensibilité nouvelle à la souffrance, avec un changement de l'image de l'enfant qui se manifeste à la fois par une compassion à l'égard des enfants dits moralement abandonnés, des enfants dits malheureux, des enfants dits martyrs, et par une reconnaissance de droits dans le domaine du travail notamment. Et il y a enfin la contestation de l'autorité absolue du père, qui s'accompagne d'une volonté de moraliser, guider, orienter les pauvres, considérés comme sujets à diverses formes d'intempérance. Bien que significative parce qu'elle marque le début d'une prise de conscience, la législation de 1889 est cependant peu appliquée et de surcroît inégalement selon les territoires. Plus précise dans la définition des infractions commises à l'encontre des mineurs de moins de 15 ans est la loi du 19 avril 1898 sur, c'est son nom, la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis contre les enfants. Il s'agit des blessures, des coups, de la privation d'aliments ou de soins qui peuvent entraîner, en cas de préméditation ou en cas de maladie ou incapacité de travail de plus de 20 jours, des peines allant jusqu'à 5 années de prison. Ces sanctions sont alourdies si les coupables sont les parents ou toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou sa garde. Et ça peut même aller jusqu'aux travaux forcés à perpétuité si les violences ont été accompagnées de mutilations, voire ont entraîné la mort. Aussi importantes soient-elles pour la protection de l'enfance, ces 2 lois, 1889 et 1898,
doivent également être appréhendés comme participant à la fois à la disciplinarisation des pauvres, dans une période où la violence structurelle du capitalisme industriel conduit à la production d'un prolétariat qu'on tient pour seul responsable de la condition de sa progéniture, et à la moralisation d'enfants dont on anticipe qu'ils risquent de devenir des délinquants ou des criminels si on ne les soustrait pas à la socialisation de l'environnement malsain de leur famille. Cette disciplinarisation des parents et cette moralisation des enfants, les sociologues britanniques Robert Dingwall, John Ecklar et Topsy Murray montrent qu'on les constate également dans le cas de l'Angleterre, où ont émergé un peu plus tôt qu'en France les mêmes préoccupations du législateur à l'égard de ce nouveau problème social que sont les mauvais traitements dont sont victimes les enfants. Si au début du XXe siècle, dans plusieurs pays, ces mauvais traitements sont ainsi entrés dans la chaîne pénale, et plus précisément dans le domaine judiciaire, ils vont connaître 3 redéfinitions ultérieures qui, sans les extraire du cadre de la loi, les inscrivent également dans d'autres espaces. Celui de la médecine, avec le syndrome de l'enfant battu d'abord, celui de la santé publique, avec la caractérisation de la maltraitance infantile, ensuite, celui de la traumatologie psychologique, avec la reconnaissance des abus sexuels, enfin. Reprenons les 3. Par un remarquable renversement de paternité, le syndrome de l'enfant battu est souvent désigné en France comme syndrome de Silverman, du nom du radiologue pédiatrique états-unien qui a le premier caractérisé l'association de fractures multiples de l'enfant comme tableau clinique évocateur de violences subies à l'intérieur de la famille. Mais il est identifié par ce spécialiste états-unien comme en réalité le syndrome d'Ambroise Tardieu, nom du médecin légiste français qui avait, presque un siècle avant lui, attiré l'attention sur ce tableau clinique. Je dis remarquable parce que le nationalisme médical prévaut volontiers dans la paternité et la désignation des pathologies. En 1860, Ambroise Tardieu publiait une étude médico-légale sur les sévices et mauvais traitements exercés sur les enfants, c'est le titre de son article. Dans 9 observations de mauvais traitements, 5 cas de torture et 18 autopsies chez des victimes souvent très jeunes, présentant de multiples hématomes, des séquelles de fractures, des traces de flagellation et des signes d'extrême dénutrition. Mais son travail à l'époque eut peu d'écho, dans un temps où le pouvoir des parents, les pères en particulier, sur leurs enfants n'était guère contesté. En 1953, Frederick Silverman présentait à son tour une série de, je cite, manifestations radiologiques de traumatisme osseux chez les enfants, suggérant que de telles lésions d'allure spontanée évoquaient l'existence de sévices. Et puis 9 ans plus tard, avec plusieurs collègues, il nommait ce tableau clinique le Battered Child Syndrome, le syndrome de l'enfant battu. Article qui initia la préparation de lois imposant le signalement des mauvais traitements. Aujourd'hui, afin d'inclure d'autres modalités de cette pathologie plus récemment identifiées, et notamment le syndrome du bébé secoué, qui se manifeste par l'association d'un hématome sous-dural, d'une hémorragie rétinienne et d'un édème cérébral, mais dont un mauvais traitement n'est pas toujours la cause. On parle plutôt en anglais de non-accidental trauma, le traumatisme non accidentel. La lecture de ces observations pédiatriques demeure toutefois individuelle. Il s'agit de reconnaître chez un enfant les signes devant conduire à donner l'alerte aux services sociaux. On est dans le domaine de la médecine clinique, complétée par l'imagerie médicale, avec désormais, à côté des radiographies osseuses en cas de fracture, pour aujourd'hui, donc, la tomodensitométrie et la résonance magnétique à la recherche d'hématomes intracrâniens. S'il y a décès, c'est l'autopsie qui fournit les indices des violences subies, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires. Tout autre est la démarche de la santé publique, qui raisonne non plus en termes de cas mais de population, non plus en termes de diagnostic mais en termes de prévention, non plus en termes de signes cliniques mais de données épidémiologiques. Cette transmutation du regard avec l'introduction de nouveaux concepts, de nouvelles méthodes, de nouveaux acteurs et d'un nouveau langage, je l'avais abordé il y a quelques années dans le cours sur la santé publique.
Le nom même de ce dont il est question est d'ailleurs modifié. Ce n'est plus en anglais le Battered Child Syndrome, mais le Child Maltreatment. Et ce n'est plus en français le syndrome de l'enfant battu, mais la maltraitance infantile. Ce néologisme apparaît en France dans le dernier quart du XXe siècle, alors que naît une nouvelle discipline, la pédiatrie sociale. Son promoteur créé en 1979, l'Association française d'information et de recherche sur l'enfance maltraitée. Dans les décennies suivantes, plusieurs autres associations non médicales voient le jour, telles la Voix de l'enfant, SOS Enfance en danger ou l'Enfant bleu. La maltraitance infantile entre dans les programmes de santé publique et fait l'objet de politiques préventives. Les médias jouent un rôle important dans la reconnaissance de la maltraitance infantile, mais en se focalisant sur les cas extrêmes d'infanticide, ils tendent à invisibiliser la banalité des mauvais traitements. Car une enquête réalisée sur plus de 2 millions d'enfants nés en Californie au début des années 2000 révèle que 13,9% d'entre eux ont été référés auprès des services de protection infantile pour suspicion de maltraitance avant l'âge de 5 ans, dont près de 4 sur 5 ont été confirmés. Une étude conduite en 2010, cette fois, et dans l'ensemble des États-Unis, évalue à 19,2% la proportion d'enfants victimes de violences ou de négligence, dont plus de la moitié l'avait été à plusieurs reprises, la mortalité s'élevant à 1400 décès chaque année, soit 2 pour 100 000 naissances. En France, les données statistiques sont rares. Les seules disponibles portent sur les enfants hospitalisés, autrement dit sur les formes physiques les plus graves, et minorent donc considérablement la réalité des mauvais traitements, puisque le taux obtenu est de 0,11%, soit près de 100 fois moins que les estimations habituelles dans les pays à haut revenu. Les travaux internationaux portant non pas sur des services médicaux ou sociaux, comme la France, mais réalisés auprès d'échantillons de population, révèlent des taux de violence physique compris entre 4 et 16% et de violence psychologique compris entre 4 et 10%. Passer de la pédiatrie clinique à la santé publique, et donc des cas les plus tragiques à la prévalence de la maltraitance infantile, c'est donc changer d'échelle, mais aussi de réalité. On n'est plus dans l'exceptionnel, on est dans l'ordinaire. Les mauvais traitements à l'encontre des enfants ont longtemps été focalisés autour des violences physiques, auxquelles se sont ajoutées d'abord la négligence, initialement décrite comme abandon moral, puis les violences psychologiques, parfois qualifiées de maltraitance émotionnelle. Les abus sexuels ont en revanche été reconnus très tardivement. La recherche historique conduite par la criminologue féministe britannique Carol Smart permet de comprendre comment ils ont été occultés, voire niés, tout au long du XXe siècle. En médecine, dès les années 1910, on a commencé à traiter des gonococcies chez les enfants, et notamment les petites filles souffrant de vulvovaginite, que les pédiatres interprétaient comme la conséquence de la promiscuité et de la malpropreté dans les familles pauvres, dont les logements exigus obligeaient parents et enfants à partager le même lit, tandis qu'ils les attribuaient au manque d'hygiène des gouvernantes et des domestiques dans les familles riches. Lorsque des attouchements et des viols étaient suspectés, les praticiens les attribuaient volontiers à la croyance selon laquelle des relations sexuelles avec des vierges guérissaient les maladies vénériennes, explication qui semblait les innocenter en désexualisant ces pratiques à l'égard d'enfants et même de nourrissons. Et vous savez peut-être qu'avec l'épidémie de sida, cette croyance a été remobilisée de la purification par des relations sexuelles, qui est souvent des viols, de jeunes filles vierges. Ce n'est que dans les années 1980 que les médecins ont commencé à associer ces infections à l'existence d'abus sexuels. Parallèlement, la résistance à la reconnaissance de ces pratiques se manifestait aussi bien dans les cercles politiques, où les hommes parlementaires s'opposaient à des réformes féministes visant à interdire les contacts sexuels avant l'âge de 16 ans, que dans les milieux judiciaires, où le traitement dubitatif et inquisiteur des plaintes par les magistrats s'avérait dissuasif pour les victimes. Quant à la psychanalyse,
qui a été accusée d'avoir contribué à discréditer le discours de ces dernières, les victimes, en faisant des accusations de violence sexuelle l'expression de fantasmes. Elle a surtout servi au rebours de la théorie freudienne pour conforter le négationnisme ambiant. Il faut donc attendre le début du XXIe siècle pour que les abus sexuels à l'encontre des enfants entrent véritablement dans l'espace public et qu'on en découvre l'étendue à l'école, dans le sport, dans les églises, dans le monde artistique, dans l'univers familial. La plus importante méta-analyse, réalisée à partir de 179 enquêtes épidémiologiques, une méta-analyse, c'est ce qui rassemble un ensemble de données d'autres enquêtes, donc de 179 enquêtes épidémiologiques menées en Europe et en Amérique du Nord, établit que la fréquence des abus sexuels sans contact physique est de 2,6% chez les garçons et de 6,7% chez les filles, avec contact physique de 4 et 12,7% respectivement, avec pénétration de 2 et 5,8% respectivement. Dans 8% des cas, ces violences avaient commencé avant l'âge de 5 ans. En France, le rapport publié en 2023 par la CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, évalue à 160 000 le nombre d'abus sexuels commis chaque année contre des enfants, à 3,9 millions le nombre de femmes qui ont été victimes de telles violences avant l'âge de 18 ans, soit 14,5%, et à 1,5 million le nombre d'hommes affectés de la sorte, soit 6,4%. Donc au total, plus d'un adulte sur 10 a fait l'objet d'agressions sexuelles dans l'enfance, l'âge moyen de début étant 8 ans et demi. Dans plus de 8 cas sur 10, il s'agit d'inceste. Une fois sur 4, le père, une fois sur 5, un frère. La victime ne fait immédiatement état de l'agression subie que dans moins d'un cas sur 10 lorsqu'il s'agit d'inceste. La sociologie s'est depuis longtemps intéressée à la construction des problèmes sociaux, pour citer le titre de l'ouvrage fameux de Malcolm Spector et John Kitzius, qui a été publié en 1977, la construction des problèmes sociaux. Les mauvais traitements exercés sur les enfants, tels que je viens d'en proposer la généalogie épistémique, c'est-à-dire l'histoire longue de la formation comme objet de connaissance, mais aussi bien sûr d'action, en offrent une illustration remarquable. Sans même remonter jusqu'à l'absolu au moins théorique de la patria potestas, sous l'Empire romain, on a longtemps considéré que punir son fils ou sa fille, y compris en les frappant, non seulement relevait des prérogatives des parents, mais permettait de corriger des mauvais penchants, sous réserve que la correction fût modérée, cette modération n'étant toutefois jamais précisément qualifiée. À la fin du XIXe siècle, on l'a vu, les violences physiques et l'abandon moral deviennent répréhensibles, susceptibles d'entraîner la déchéance de la puissance paternelle. Au milieu du XXe siècle, la médecine définit le syndrome de l'enfant battu, lui adjoint la négligence parentale avec pour retombée l'obligation de signalement. Quelques décennies plus tard, c'est au tour de la santé publique de se saisir de la question, en la renommant maltraitance infantile, d'en donner la mesure statistique et d'en proposer le dépistage systématique. Et au cours des 2 dernières décennies, le tabou des abus sexuels et des relations incestueuses est brisé et le silence les entourant est rompu. Du légal, on est passé au médical, puis au sanitaire, enfin au sexuel. À chaque étape, le cadre moral et politique se reconfigure donc. De la punition, qu'on pouvait considérer comme légitime, on a glissé vers la violence, et de surcroît une violence de plus en plus illégitime en pénétrant de plus en plus profondément dans l'intimité des familles. Si l'on resserre le propos autour de la dimension punitive, car les gestes sexuels ne procèdent en général pas d'une logique de châtiment, hormis dans certains contextes particuliers, de guerre notamment, mais relèvent de la seule violence, on constate que parallèlement à la reconfiguration des corrections en mauvais traitement, dont je viens de parler, la prohibition des châtiments corporels, y compris dans les formes mineures, s'est progressivement étendue, d'abord sur le continent européen, puis dans le reste du monde, la France s'étant très tardivement jointe à cette évolution dans laquelle la Suède fait figure de pionnière. En 1864, une loi y avait été votée en Suède, requérant des parents un châtiment corporel lorsque leur enfant avait commis un délit que la justice ne pouvait sanctionner en raison de sa minorité. Mais en 1902, cette obligation est supprimée.
Puis en 1957, l'excuse de discipline dans le recours à des moyens physiques disparaît du code pénal. Et enfin, en 1979, l'interdiction de tout châtiment corporel est incluse dans la loi dite parentale. La Suède devient alors le premier pays au monde à inscrire cette prohibition dans sa législation. Elle est suivie par la Finlande en 1983, la Norvège en 1987, l'Autriche en 1989, le Danemark en 1997. En 2000, on compte déjà 11 pays, dont l'Allemagne, la Lettonie, la Croatie, la Bulgarie, Chypre et Israël. Entre 2007 et 2019, les pays latino-américains, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Brésil, Argentine, Nicaragua, Pérou, Paraguay, africains, Togo, Tunisie, Kenya, Congo, Soudan du Sud et Bénin, et asiatiques, Turkménistan, Mongolie, Népal et même océaniens, Nouvelle-Zélande, se joignent à ce concert des nations opposées au châtiment corporel. 40 ans après la Suède, 4 ans après avoir été condamné par le Conseil de l'Europe pour ne pas avoir prévu, je cite, d'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels, la France, qui maintenait jusqu'alors dans ses textes un droit de correction, a finalement été le 56e pays dans le monde à adopter une législation respectant la Charte européenne des droits sociaux. Ironiquement, appelée anti-fessée comme pour la tourner en dérision, la loi relative à, je cite, l'interdiction des violences éducatives ordinaires a été votée au Sénat le 2 juillet 2019. En fait, les parlementaires s'étaient déjà prononcés sur ce principe dans le cadre de la loi dite Égalité et citoyenneté en 2016, mais le Conseil constitutionnel en avait censuré l'article car il s'agissait d'un cavalier législatif, c'est-à-dire introduit dans un texte de loi sans rapport avec sa substance. La progression de l'inscription de la mesure dans la loi s'est poursuivie à travers le monde. En 2022, on comptait 66 pays qui avaient voté la prohibition des châtiments corporels des enfants à la maison, mais 133 ne l'avaient pas fait. Une grande partie de l'Europe et la presque totalité de l'Amérique latine avaient adopté cette législation. Parmi les pays réfractaires, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Russie, l'Inde, la Turquie, l'Iran et le Royaume-Uni. Aux États-Unis, où le droit de corriger physiquement ses enfants existe dans tous les États, l'administration occasionnelle d'une bonne fessée recevait encore en 2015, bonne fessée entre guillemets, recevait encore en 2015 l'assentiment de 76% des hommes et 65% des femmes, en recul modeste par rapport à une enquête conduite 35 ans auparavant. Quant au Royaume-Uni, il a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme le 23 septembre 1998, dans le cadre de l'affaire A versus United Kingdom, pour ne pas avoir respecté l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui stipule que, je cite, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Un tribunal anglais avait en effet considéré non coupable un homme qui, pour le corriger, avait frappé son beau-fils de 9 ans avec une baguette en laissant sur ses cuisses plusieurs marques qui avaient fait l'objet d'un signalement par l'instituteur et avaient été attestées par le certificat d'un pédiatre. L'interdiction des châtiments corporels en milieu scolaire est plus facilement acceptée qu'elle ne l'est dans l'espace domestique que je viens de décrire. Ainsi, en 2022, ils étaient 136 pays à l'avoir adoptée, soit 2 fois plus que la prohibition à l'intérieur de la famille. Mais ce tableau de disparition des sanctions physiques à l'école sur une grande partie de la planète a pour exception les États-Unis qui semblent donc cultiver cet exceptionnalisme dont ils se réclament sans cesse. La discipline scolaire par l'administration de punitions physiques y demeure en effet autorisée dans tous les établissements privés à l'exception de 4 États, dont celui de New York, à la suite notamment de la révélation récente de la fréquence de ces violences dans les écoles juives hassidiques, ainsi que dans les établissements publics de 17 États, essentiellement du Sud. Cette pratique a d'ailleurs été validée en 1977 par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire dite Ingraham versus Wright. Dans une public school de Floride, un collégien de 14 ans, accusé de n'avoir pas obéi suffisamment vite à un ordre de son professeur, fut convoqué chez le principal et maintenu physiquement par 2 assistants, reçut une vingtaine de coups avec une spanking paddle,
C'est une planche de bois qui est spécialement conçue pour ce type de châtiment. La violence était telle que des soins médicaux furent nécessaires et qu'un repos de 11 jours fut prescrit. Les parents portèrent plainte contre l'établissement pour cruel and unusual punishment, punition cruelle et inhabituelle, selon la formule du 8e amendement de la Constitution des États-Unis. Le tribunal de district rejeta l'accusation, une décision qui fut confirmée en appel. Saisi à son tour, la Cour suprême jugea par un de ces raisonnements paradoxaux qui ont fait sa réputation de fondamentalisme, que quelle que soit la sévérité du châtiment, l'amendement, le 8e amendement, ne s'appliquait pas aux élèves puisqu'il avait été conçu pour les criminels en prison. Et depuis près d'un demi-siècle, elle oppose une fin de non-recevoir à toute demande de reconsidérer cette décision. Un élément n'est cependant jamais évoqué dans les analyses de cette affaire, c'est sa dimension raciale. Or, elle est présente au moins en filigrane, et ce de 3 manières. D'abord, le garçon victime de la brutalité de l'administration scolaire est un noir, comme le sont beaucoup d'autres confrontés à la même violence. Ensuite, la scène se produit dans un État du Sud, dont l'héritage des 19 lois Jim Crow de ségrégation et de discrimination, qui ont été votées de 1865 à 1967, demeure vivace. Enfin, le mode de sanction physique visant à humilier est de même nature que celui qui était utilisé pour punir les esclaves. L'invisibilisation de la question de la couleur, colorblindness, manque donc un aspect important de la persistance de ces pratiques violentes dans les établissements scolaires états-uniens. Elle est d'autant plus dommageable que, comme l'écrit la juriste états-unienne Dina Pollard Sachs, je la cite, « Malgré un corpus considérable de recherches en sciences sociales établissant à la fois l'inefficacité des châtiments corporels et les dommages sociaux très graves qui peuvent en résulter, fin de citation, le système judiciaire s'obstine à récuser toute mise en cause de la constitutionnalité de cette forme de punition, dont, je la cite encore, la plupart des chercheurs croient qu'elle contribue aux maux qui dévastent la société états-unienne, notamment la violence et la drogue. » Les États-Unis sont le seul pays occidental à la maintenir, cette violence, dans le cadre ou ce châtiment corporel, dans le cadre scolaire. Ils sont en somme l'exception à la règle de l'évolution inverse du châtiment chez les enfants et chez les adultes. Et donc, il nous faut maintenant considérer le schéma général. Entre le système pénal et l'univers familial, l'école occupe en fait structurellement une position intermédiaire, d'une part dans la mesure où les établissements peuvent être publics ou privés, d'autre part en raison d'un certain pouvoir discrétionnaire accordé à l'institution scolaire et aux maîtres quant aux principes pédagogiques, y compris disciplinaires, qu'ils entendent y mettre en œuvre. À cet égard, la suppression des punitions physiques des enfants à l'école, telle qu'elle s'est produite dans de nombreux pays, est généralement considérée comme un progrès moral en même temps qu'une avancée légale. Elle ne doit cependant pas occulter la permanence et parfois la recrudescence d'autres formes punitives, allant des heures de retenue à l'exclusion définitive, incluant des devoirs collectifs pourtant illicites depuis plus d'un siècle dans la mesure où ils affectent indifféremment innocents et coupables, et adoptant des modalités moins visibles comme les humiliations et les stigmatisations qui sont le lot de celles et ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Ces punitions affectent de manière disproportionnée les élèves appartenant aux catégories défavorisées et aux minorités ethno-raciales, comme l'ont montré plusieurs travaux de sociologues, par exemple en France ceux de Éric Barbieux et Laurence Tichy, et aux États-Unis l'étude réalisée par Russell Skiba, Robert Michael, Abra Carroll, Nardo et Reese Peterson. La disproportion constatée est liée en partie à des comportements de ces élèves moins conformes à la norme scolaire, mais en partie aussi à une moindre tolérance des professeurs vis-à-vis d'eux. Dans le contexte français, elle est encouragée à la fois par la propension à associer dans l'espace public immigration et délinquance et par extension minorité et déviance, et par la banalisation d'un discours sur les valeurs républicaines, légitimant une demande de plus de sévérité qui, de fait, cible plus particulièrement certaines minorités ethno-raciales et religieuses.
Les écoles n'échappent donc pas totalement au moment punitif. En réalité, plutôt que de se demander si la discipline y est plus sévère ou moins sévère que par le passé, il faudrait s'interroger sur la manière dont la discipline s'y reconfigure en permanence. L'interdiction des châtiments corporels, autrefois prévalents, peut être ainsi concomitante de l'apparition de nouveaux motifs de sanction, au titre notamment du principe de laïcité, tel que défini dans la loi du 15 mars 2004. Ainsi, pour l'année scolaire 2022-2023, ce sont 3 881 signalements qui ont été transmis au ministère de l'Éducation nationale, dont environ la moitié concernent, je cite, des tenues qui ne manifestent pas par nature une appartenance religieuse, comme des jupes ou des robes longues, selon les termes des bilans qui sont effectués par les dites équipes académiques Valeurs de la République, ou EAVR, et leurs 1200 formateurs. On ignore le nombre de sanctions correspondantes qui peuvent être disciplinaires au sein de l'école et même pénales dans le cadre du Code de l'éducation qui prévoit une amende de 150 € portée à 200 en cas de récidive. Si j'ai en effet longuement analysé les transformations de la faculté de punir les enfants, c'est qu'elles offrent un intéressant contrepoint aux tendances que j'ai décrites pour la faculté de punir les adultes lors des 2 premières leçons. Alors que dans la seconde moitié du XXe siècle et au début du XXIe, comme nous l'avons vu, la société s'est montrée de plus en plus sévère à l'égard des délinquants et des criminels, elle s'est voulue de plus en plus protectrice à l'égard des mineurs pour leur épargner autant que possible les souffrances liées au mauvais traitement sous toutes ses formes. Elle l'a fait en mobilisant une double argumentation qui peut sembler contradictoire, mais dont les 2 composantes en fait se renforcent. D'une part, on affirme que l'enfant relève de modalités spécifiques d'intervention de l'État en tant qu'objet de protection parce qu'il est un être vulnérable. C'est la Déclaration des droits de l'enfant de 1959 qui indique que, je cite, « L'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée. » Mais d'autre part, on reconnaît l'enfant comme un sujet de droit, au même titre que l'adulte. La référence est ici la Charte des Nations Unies de 1945, dans laquelle les peuples proclament, je cite, « leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine ». Les 2 composantes sont reprises dans la Convention sur les droits de l'enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Ce double principe, donc, l'enfant comme objet de protection et comme sujet de droit, est invoqué pour fonder l'abolition des châtiments corporels, puisque d'un côté, on dénonce ces derniers pour leurs conséquences délétères, notamment psychologiques, sur le développement de l'enfant, et de l'autre, on les rejette en affirmant que de tels actes, y compris une simple gifle, seraient susceptibles de sanctions si un adulte en était la cible. 2 évolutions presque contradictoires, donc, on punit plus les adultes, on punit moins les enfants. À y regarder de plus près, cependant, les 2 logiques obéissent à un même principe, car l'État est toujours le maître du jeu. Dans un cas, pour s'octroyer des prérogatives de plus en plus larges en matière de peine, et dans l'autre, pour interdire à toute autre institution, fût-ce la famille, d'exercer ce pouvoir. L'État peut ainsi revendiquer le monopole de l'usage légitime de la faculté de punir. Et dès lors, il peut également s'autoriser à infliger des châtiments aux enfants. C'est le cas de nombreux pays, dont Israël, qui chaque année arrête et emprisonne entre 500 et 700 enfants palestiniens de Cisjordanie. Une partie de ces jeunes prisonniers est détenue sans charge et sans jugement pour des durées indéfinies. Une autre l'est après condamnation par des dispositifs d'exception. Et selon Amnesty International, le pays est le seul au monde à traduire des enfants dès l'âge de 12 ans devant des tribunaux militaires, sans possibilité d'accéder à un avocat dans 8 cas sur 10. La majorité pénale sous occupation y est donc de 12 ans. Majorité pénale m'amène à une réflexion plus générale sur la protection dont bénéficient les enfants de la part de la société dont ils sont membres, puisque cette protection a impliqué à différents moments de l'histoire de définir la période de la vie pendant laquelle ils étaient considérés comme socialement vulnérables et comme légalement irresponsables. Cette période
appelée la minorité, est limitée par un âge de la majorité, lequel varie en fonction du temps, des pays et des domaines. La majorité civile permet l'engagement dans un acte juridique. La majorité politique donne le droit de vote. La majorité nubile autorise le mariage. Dans le domaine pénal, responsabilité et majorité diffèrent. La responsabilité pénale correspond à l'âge auquel on peut déclarer une personne coupable de l'infraction qu'elle a commise. Elle est fixée à 13 ans en France. La majorité pénale correspond à l'âge auquel l'auteur d'une telle infraction peut être condamné comme un adulte. Elle est établie à 18 ans en France. Donc, au-dessous de 13 ans, un mineur n'est pas tenu pour responsable de son acte car il est présumé incapable de discernement. Entre 13 et 18 ans, on retient sa culpabilité, mais il bénéficie d'une excuse de minorité qui lui permet d'avoir une sanction adaptée à son jeune âge. Et après 18 ans, il est puni en tant qu'adulte, majeur. Ce schéma tripartite est toutefois compliqué et de fait aggravé sur 2 points. Premièrement, avant 13 ans, si le mineur est estimé capable de discernement, c'est-à-dire si le procureur et le juge considèrent qu'il a compris et voulu son acte et qu'il est en mesure de comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet, alors il devient passible de poursuite avant l'âge de 13 ans. Deuxièmement, entre 16 et 18 ans, l'excuse de minorité n'est pas automatique et peut être levée, ouvrant la possibilité de punir le mineur comme on le ferait pour un adulte. Ces complications du traitement pénal des mineurs, qui sont donc, comme vous le voyez, des aggravations, sont le produit d'une évolution qui s'est faite au cours des dernières décennies dans le sens le plus souvent d'une limitation des mesures pouvant bénéficier aux jeunes ayant commis une infraction, en l'occurrence la présomption de non-discernement avant l'âge de 13 ans et l'excuse de minorité après 16 ans. En fait, la justice pénale des mineurs n'a cessé d'évoluer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'abord vers plus de bienveillance, puis après les élections législatives de 1993, vers plus de sévérité, les textes se multipliant au gré du traitement sensationnaliste de faits divers et de leur instrumentalisation dans le cadre du populisme pénal qui génère des vagues de panique morale autour de la délinquance juvénile. Les premières phrases de l'ordonnance du 2 février 1945 résonnent aujourd'hui comme la mémoire d'un âge presque révolu où le souci de protéger les mineurs prévalait sur la nécessité de punir les délinquants. Je cite, « Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice, peut-on lire dans ce document historique. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. » Le gouvernement provisoire de la République affirme que tous les mineurs de moins de 18 ans doivent être référés à des juridictions pour enfants, que l'irresponsabilité pénale dont ils bénéficient ne saurait avoir de dérogation qu'exceptionnelle, que la notion de discernement servant à justifier les poursuites n'a plus cours et que seules doivent être mises en œuvre à leur égard des mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation et de réforme. Plus que l'acte lui-même, c'est l'histoire dans laquelle il s'inscrit qu'il faut comprendre, dit-on alors, ce qu'une enquête sociale, c'est le terme, permettra de reconstituer. De surcroît, afin de ne pas compromettre les chances de ce qu'on appelle un relèvement ultérieur, l'inscription au casier des mineurs, qui n'est transmise à aucune autre institution que judiciaire, sera effacée sur simple requête. Si donc la bienveillance doublée d'une volonté de réhabiliter le délinquant et de prévenir les récidives prévaut, le texte n'écarte pas les sanctions pénales, y compris d'emprisonnement long, avec toutefois un quantum réduit de moitié par rapport aux adultes, sauf si l'excuse atténuante de minorité est écartée. On est donc loin d'une justice laxiste. Au cours des décennies suivantes, une série de mesures complémentaires prolonge l'esprit de l'ordonnance 1945. Ce sont notamment la création de l'assistance éducative et des peines en milieu ouvert, la suppression de la détention provisoire avant 16 ans et du placement en maison d'arrêt avant 18 ans,
l'obligation de la présence d'un avocat à toutes les étapes de la procédure pénale pour les mineurs délinquants. Mais à partir du milieu des années 1990, la tendance s'inverse, avec un durcissement de la législation chaque fois qu'une majorité de droite revient au pouvoir et une correction seulement partielle lorsque c'est la gauche qui gouverne. Ainsi, en 1994, on institue la rétention judiciaire, autrement dit la garde à vue, pour les moins de 13 ans. En 1996, on permet la comparution immédiate et la comparution devant le juge des enfants sans instruction préalable. En 2002, on crée les centres éducatifs fermés ainsi que les établissements pénitentiaires pour mineurs et on abaisse l'âge de la responsabilité pénale de 13 à 10 ans, autorisant des sanctions beaucoup plus tôt dans la vie. Le Code de la justice pénale des mineurs rétablira en fait en 2021 la limite de 13 ans. En 2007, les exceptions permettant de ne pas appliquer l'excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans sont élargies. Ces dispositions seront toutefois abrogées en 2014, la pleine excuse de minorité se trouvant alors rétablie. En 2007, encore, on supprime l'atténuation de la peine pour les mineurs de 16 ans en cas de deuxième récidive s'ils commettent un délit avec violence ou agression sexuelle. En 2011, les tribunaux correctionnels pour mineurs sont créés pour juger les délits punis de plus de 3 ans d'emprisonnement en récidive par des adolescents de plus de 16 ans. Ils seront cependant supprimés en 2016. En 2019, on permet d'appliquer aux mineurs de plus de 13 ans la détention à domicile sous surveillance électronique. Progressivement ainsi, avec ces balancements que je vous ai indiqués, le législateur érode le principe de protection de l'ordonnance de 1945, restreint les effets de la présomption de non-discernement et de l'excuse de minorité, multiplie les lieux d'enfermement et les possibilités de peine correspondantes et rapproche la justice pénale des mineurs de la justice pénale des adultes. Et vous aurez certainement remarqué que c'est un débat qui, aujourd'hui, est à nouveau sur la table. Pour autant, les magistrats ne suivent pas cette évolution de manière monolithique. En 2 décennies, entre 2000 et 2019, la part des mineurs dans l'ensemble des personnes mises en cause par les services de police ou de gendarmerie a sensiblement diminué de 21 à 17%, et le nombre d'affaires impliquant des mineurs qui ont été transmises au parquet et ont été considérées suffisamment caractérisées au plan juridique est resté remarquablement stable, passant de 132 000 à 134 000. Ces 2 éléments que je viens de vous dire sur la gendarmerie et la police et sur les parquets vont à l'encontre de l'idée répandue d'une progression de la délinquance juvénile. Au cours de cette période, le taux de réponse pénale augmente de 78 à 93%. La part des alternatives aux poursuites, principalement rappel à la loi et mesures de réparation-médiation, et des compositions pénales, c'est-à-dire des sanctions décidées par le procureur pour des délits mineurs, augmentant, elle, de 45 000 à 57 000. Quand il y a poursuite, ce sont cependant moins souvent des condamnations, leur nombre baissant de 55 000 à 43 000, dont 1 sur 10 est une peine d'emprisonnement ferme. Mais d'une part, quand le quantum moyen, c'est-à-dire la durée moyenne, de ces peines augmente de 5,5, mais d'une part, le quantum moyen de ces peines augmente de 5,5 à 9 mois, et d'autre part, la durée moyenne des détentions provisoires passe de 3,4 à 7,1 mois. Quant aux mesures éducatives, elles sont en recul d'1 quart, tandis que les sanctions éducatives sont multipliées par 6. En somme, si l'on veut résumer ce que je viens de vous indiquer, dans un contexte de stabilité de la délinquance juvénile, voire de diminution, les tribunaux ont apporté plus de réponses pénales, comme on leur demandait, comme le gouvernement leur en demandait, préférant cependant les alternatives aux poursuites, plutôt que des peines d'emprisonnement, tout en décidant, lorsqu'ils optent pour la prison, des incarcérations plus longues, des détentions provisoires plus fréquentes et des sanctions éducatives plutôt que des mesures éducatives simples. C'est donc un tableau contrasté, vous le voyez, de la justice pénale des mineurs qui se dessine dans les faits, les magistrats paraissant vouloir moins condamner, mais le faire plus lourdement lorsqu'ils le font. Ils ne restent pas moins soumis à de fortes pressions politiques et policières auxquelles il leur est difficile de résister, ainsi qu'on l'a vu après les révoltes urbaines qui ont suivi le meurtre d'un adolescent par un gardien de la paix
en juin 2023 et au cours desquels 1180 mineurs ont été identifiés comme auteurs d'infractions. C'est que, indépendamment de la réalité statistique pénale concernant les mineurs, la délinquance juvénile demeure un sujet qui suscite des réactions de panique morale et excite la propension à la sévérité. La tension entre protection et punition est dès lors un trait récurrent de la justice pénale des mineurs, et dans le mouvement de balancier qui se manifeste au fil des décennies, le droit s'est nettement déplacé vers la punition. Il est une question autour de laquelle cette tension se pose de manière singulière, c'est celle des mineurs non accompagnés, parfois désignés par le sigle administratif MNA. Telle est en effet la catégorie qui définit des filles, et beaucoup plus souvent des garçons, étrangers, âgés de moins de 18 ans, qui sont sur le territoire français sans titre de séjour et qui voyagent sans la présence d'un adulte exerçant une autorité parentale. Le nombre est estimé aujourd'hui à 14 000 en France, dont la moitié viennent du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire. Ils bénéficient en principe de l'ensemble des droits prévus par la Convention internationale des droits de l'enfant, alors que les adultes en situation irrégulière peuvent faire l'objet soit d'une réadmission dans le dernier pays traversé s'ils sont interpellés aux abords d'une frontière, soit de mesures administratives visant à leur reconduite dans leur pays d'origine s'ils sont arrêtés ailleurs sur le territoire et donc envoyés en centre de rétention administrative. Les mineurs, eux, ne peuvent pas, légalement, se voir opposer leur absence de titre de séjour. En France, ils sont censés être pris en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance. En d'autres termes, leur traitement ne relève pas de la répression, comme c'est le cas pour les étrangers majeurs, mais de la protection au titre de leur minorité. La détermination de cette dernière par le conseil départemental s'avère donc cruciale, savoir s'ils ont plus ou moins de 18 ans. Il s'agit d'évaluer sur la base des documents présentés par la personne se déclarant mineure et au terme d'un entretien avec elle si elle est bien âgée de moins de 18 ans. Dans ce cas, elle peut être placée par l'autorité judiciaire, soit dans un foyer, soit confiée à un tiers. Dans le cas contraire, elle est considérée comme adulte avec le risque d'être expulsée si elle ne parvient pas à obtenir un titre de séjour, par exemple dans le cadre de l'asile. Tel est donc le cadre juridique. L'enquête que j'ai conduite pendant 5 ans avec Anne-Claire Defossé dans les Hautes-Alpes, près de la frontière italienne, dans une région qui est autour du col de Montgenèvre, l'un des principaux points d'entrée en France par le sud-est, l'un des 2 points d'entrée en France par le sud-est, montre que le protocole décrit dans les textes n'est généralement pas suivi, alors même que, depuis 2016, la proportion des jeunes garçons en provenance d'Afrique subsaharienne se déclarant mineurs a souvent été élevée. À la frontière, d'abord, on a eu pendant plusieurs années un refoulement presque systématique par les policiers chargés de la garder, qui contestaient l'âge déclaré par le jeune, voire déchiraient son acte de naissance, jusqu'à ce que plusieurs condamnations de l'État par les tribunaux administratifs ne conduisent ce dernier à se montrer plus respectueux de la loi, en adressant ces garçons à l'aide sociale à l'enfance via une association locale, ce qui est désormais fait le plus souvent, certains agents récalcitrants continuant cependant à les renvoyer en Italie, parfois après avoir falsifié leurs documents, ainsi que le constatent les associations qui, de l'autre côté de la frontière, côté italien, conservent les copies des originaux. Mais c'est aujourd'hui dans les services départementaux que ceux qui se déclarent mineurs se heurtent aux obstacles les plus insurmontables. Il arrive qu'ils soient rejetés dès la demande de rendez-vous par l'agent administratif chargé de l'accueil, qui simplement dit au jeune qu'il n'est pas mineur sur sa seule apparence, ne lui laissant même pas la possibilité de déposer un dossier. Toutefois, le plus souvent, c'est l'évaluation proprement dite de minorité qui s'avère l'étape infranchissable. Cette évaluation est souvent faite par des personnels sans formation spécifique et soumise à la pression politique du conseil départemental dont les élus s'inquiètent des dépenses supplémentaires occasionnées par la prise en charge des mineurs non accompagnés, et ce, bien qu'un plan national ait été mis en place pour répartir ces derniers sur tout le territoire. Dans le département des Hautes-Alpes, en 2017, 1243 jeunes se disant mineurs ont été évalués et 575, soit 46%, ont effectivement été reconnus tels. Mais 2 ans plus tard, alors qu'il n'y avait pourtant plus que 621 dossiers examinés, soit la moitié
de 2017, seuls 26, soit 4%, se sont vus attribuer le statut protecteur. Cette politique drastique de déminorisation instaurée par le conseil départemental condamnait presque systématiquement tous ces garçons à une vie de précarité, d'errance, d'exposition à des risques bien documentés, de violence, d'addiction et de prostitution. Les dossiers d'évaluation que j'ai pu lire sont étonnamment stéréotypés dans le déploiement d'une logique de suspicion sur tous les éléments du récit. L'oubli d'un détail d'un voyage qui a duré plusieurs années, banal dans les expériences traumatiques comme celles vécues par ces jeunes, affecte leur crédibilité, mais à l'inverse, une trop grande précision du souvenir les dessert car elle suggère une maturité incompatible avec la minorité. La méconnaissance par les agents des sociétés africaines leur fait prendre pour peu vraisemblable des faits parfaitement établis, par exemple dans les relations entre fils et beau-père dans le cadre de remariage. Une impatience manifestée par celui qui se déclare mineur devant la répétition de questions inquisitrices ou l'expression insistante de l'incrédulité de la personne chargée de l'évaluation ajoute au jugement défavorable. Ce que ne savent pas les jeunes en commençant l'entretien, c'est qu'ils ont moins d'une chance sur 20 de voir leur minorité confirmée et d'accéder ainsi à une protection. Lorsqu'ils apprennent qu'ils ont été rejetés, beaucoup sont désespérés de voir le projet pour lequel ils ont enduré tant d'épreuves au long de leur périple s'effondrer alors qu'ils s'étaient crus si près du but. Peut-être parce qu'ils ont été informés et savent cette issue très probable, certains ne cherchent d'ailleurs pas à faire valoir leur minorité et traversent la frontière comme les adultes en essayant d'échapper à la surveillance des forces de l'ordre de cette frontière militarisée. Le traitement des jeunes qui se déclarent mineurs et isolés et dont l'administration récuse la minorité ne relève évidemment pas de la justice pénale dont j'ai parlé jusqu'à présent. Encore que, premièrement, certains aient été condamnés à des peines d'emprisonnement fermes et à l'obligation de rembourser les aides dont ils ont bénéficié après que les conseils départementaux ont porté plainte contre eux, parfois sur la base de tests osseux, peines qui ont d'ailleurs pu être annulées en appel. Et que, deuxièmement, le rejet de leur dossier puisse amener d'autres à tenter de survivre dans la rue en se livrant à des activités illicites, comme je me suis rendu compte lors du procès de l'un d'eux, accusé de revente de quelques barrettes de cannabis et condamné à une peine d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt, c'est-à-dire départ en maison d'arrêt. D'une manière générale, cependant, la question des mineurs non accompagnés relève non pas de justice pénale, mais de procédure administrative. On n'est donc pas à proprement parler dans la tension entre protection et punition, étudiée précédemment à propos du traitement pénal des mineurs, mais plutôt dans une tension entre protection et répression, puisque le fait d'être sans titre de séjour n'est pas un délit, mais expose à une interpellation, à une obligation de quitter le territoire ou à un placement en centre de rétention administrative en vue d'une reconduite dans le pays d'origine. Pour les responsables politiques aujourd'hui, la question des mineurs se pose ainsi de deux manières distinctes. Dans le cas de la justice pénale, à laquelle sont confrontés des jeunes accusés d'avoir commis un délit, l'enjeu est de réduire la protection dont ils peuvent bénéficier du fait de leur minorité pénale, en répudiant l'excuse atténuante de minorité, voire leur irresponsabilité pénale, en avançant la capacité de discernement. Dans le cadre de l'activité administrative à laquelle font face les jeunes étrangers, l'enjeu est de leur refuser toute protection en rejetant la déclaration de minorité, ce que permet l'absence de documents probants ou la suspicion sur les données d'état civil des pays étrangers présentés par ces jeunes. Les deux situations sont donc juridiquement et socialement bien distinctes. Pourtant, dans l'une comme dans l'autre, il s'agit de mettre en cause la protection accordée aux mineurs, soit en restreignant son périmètre, soit en l'abolissant complètement. Dans le premier cas, la punition peut s'appliquer et le jeune ira peut-être en prison. Dans le second, la répression peut intervenir et le jeune se retrouvera probablement à la rue. L'exception dont les mineurs peuvent théoriquement se prévaloir au regard de la loi, du fait de leur vulnérabilité, est donc elle-même vulnérable à des politiques qui demandent plus de sévérité à l'encontre des délinquants ou des étrangers.
Lorsqu'on sait combien, dans de nombreux pays, les questions de criminalité et d'immigration sont facilement associées dans le débat public, quand bien même les statistiques le démentent souvent, le rapprochement des traitements faits aux mineurs délinquants et aux mineurs étrangers est loin d'être un artifice. Ayant commencé à élargir mon propos de l'enfermement carcéral au châtiment corporel, de la sévérité croissante à l'encontre des adultes à la protection incertaine des mineurs, je vais maintenant, dans l'heure suivante, reprendre cette question élémentaire, qu'est-ce que punir? Ou encore, la définition qu'on donne du châtiment correspond-elle à la réalité de ce qu'il est? Je vous remercie.